Alors, s'il vous plaît, la Commission reprend ses travaux. Il nous fait plaisir d'accueillir Maître Anaïs Bussière-McNichol, porte-parole Québec de l'Association canadienne des libertés civiles. Merci beaucoup d'être avec nous. La parole est immédiatement à vous. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Mon nom est Anaïs Bussière-McNichol. Je suis porte-parole Québec et directrice du programme des libertés fondamentales à l'Association canadienne des libertés civiles. Je vous remercie sincèrement d'avoir convié la CLC à cette consultation sur le projet de loi numéro 1. La CLC est un organisme à but non lucratif indépendant, non partisan et non gouvernemental fondé en 1964. Notre mandat est de défendre et de promouvoir les libertés civiles, les droits humains et les libertés démocratiques de toutes les personnes à travers le Canada. Notre mission inclut également la lutte contre les abus de pouvoir étatique et la défense des principes servant d'assise à une société qui se veut libre et démocratique. D'entrée de jeu, nous formulerons 2 commentaires préliminaires, l'un au sujet du contexte actuel au Québec, l'autre au sujet de l'absence de légitimité politique du projet de loi 1. Sur le premier point, nous soulignons que le projet de loi 1 n'est pas une démarche gouvernementale isolée. Ce projet de loi s'inscrit en continuité d'une série d'actions gouvernementales centralisatrices qui renforcent les pouvoirs des branches législatives et exécutives de l'État québécois, tout en affaiblissant les contre-pouvoirs de la société civile et des tribunaux. Ainsi, la CLC partage les préoccupations soulevées par des centaines d'acteurs de la société civile du Québec, notamment le Barreau du Québec, l'ABC Québec, la Ligue des droits et libertés et une centaine de professeurs de droit, quant au risque imminent d'un effritement de l'État de droit au Québec. Nous y reviendrons. Sur le second point, celui de la légitimité politique, nous souhaitons être clairs. La CLC ne questionne pas la possibilité pour le Québec de se doter d'une loi constitutionnelle qui primerait sur les autres lois québécoises. Encore faut-il, cependant, que le processus menant à l'adoption de cette loi soit légitime. Le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme rappelait en 2018 que ce type de processus doit impliquer, en amont, une participation active de la société civile et de l'ensemble de la population. Cela inclut, bien entendu, les peuples autochtones ainsi que les groupes marginalisés. Le Québec n'est pas étranger aux consultations préalables élargies lors du développement de projets de loi importants. Elles font même partie de sa tradition politique. Ici, malgré son importance capitale, le projet de loi 1 a été élaboré par le gouvernement en place derrière des portes closes, sans mandat de la population et sans consultation publique préalable, encore moins transpartisane et diversifiée. Cette lacune, à elle seule, est fatale à la légitimité politique de ce projet de loi. Des consultations menées a posteriori, comme celle d'aujourd'hui, ne sauraient remédier à ce manquement fondamental, puisqu'elles ne porteront que sur le contenu du projet de loi 1 plutôt que sur ce qui devrait faire partie d'une Constitution québécoise. Pour cette raison, la CLC joint sa voix à celle de plusieurs centaines d'organismes de la société civile québécoise et le nombre de signataires continue d'augmenter, qui qualifient le projet de loi 1 de démarche illégitime et qui réclament son retrait complet. Mais ce n'est pas uniquement le processus entourant la rédaction du projet de loi 1 qui est problématique, son contenu l'est tout autant. Premièrement, et nous aurons 6 points, le projet de loi 1 prévoit d'empêcher plus d'une centaine d'organismes recevant des fonds publics d'utiliser ces sommes pour contester la validité constitutionnelle de certaines lois ou pour contribuer à de telles contestations. Cette disposition s'appliquerait également à toute autre catégorie d'organismes que le gouvernement déterminera à son entière discrétion. Ce musellement de la société civile dans l'espoir de placer certaines lois à l'abri du regard des tribunaux est alarmant. Le gouvernement québécois s'attaque ici au fondement même de notre démocratie, lesquels requièrent que les tribunaux puissent jouer leur rôle de gardien des droits et libertés de la population et des principes constitutionnels. Pareille protection, pour être effective, exige que les organismes de la société civile aient accès aux tribunaux afin de contester des actions gouvernementales potentiellement arbitraires, abusives, discriminatoires ou autrement attentatoires aux droits humains. Deuxièmement, le projet de loi 1 prévoit la création d'un conseil constitutionnel chargé de fournir des avis non contraignants sur l'interprétation de la Constitution québécoise. Ce conseil pourrait permettre au gouvernement de délégitimer dans l'opinion publique les décisions des tribunaux en y opposant les avis d'un conseil constitutionnel dont les membres seront nommés aux 2/3 de l'Assemblée nationale sur la base de critères statutaires biaisés. Ce conseil n'aurait pas à faire montre de transparence vis-à-vis du public. Au contraire, ses membres seraient condamnés à rendre des décisions sans dissidence et leurs délibérations seraient tenues secrètes pour une durée de 25 ans. Troisièmement, le projet de loi 1 prévoit que toute loi invoquant la clause dérogatoire de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ou de la Charte canadienne est réputée compatible avec la Constitution québécoise. Ce faisant, le projet de loi 1 normalise l'usage de la clause dérogatoire, qui permet à un gouvernement de passer outre à certains droits et libertés fondamentaux des Québécois et Québécoises. C'est là tout le contraire de ce que devrait faire une Constitution, soit de tendre à garantir les droits fondamentaux de la population. Quatrièmement, le projet de loi 1 constitutionnalise une certaine notion de droit collectif
et modifie la Charte québécoise pour exiger qu'elle soit dorénavant interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance de ces droits collectifs. Les amendements prévus à la Charte québécoise pourraient permettre au gouvernement de tenter de justifier des violations flagrantes des droits humains au nom, par exemple, de valeurs sociales distinctes, un concept flou laissé à la discrétion du gouvernement québécois du jour. Il va sans dire que les libertés civiles et les droits humains, aussi importants puissent-ils être, peuvent parfois être limités. C'est la raison pour laquelle la Charte québécoise prévoit déjà un processus de réconciliation et de mise en balance de ces droits lorsqu'ils entrent en conflit avec d'autres droits ou intérêts sociétaux importants. L'approche du gouvernement incite toutefois les tribunaux à faire primer les intérêts collectifs d'un groupe majoritaire, prétendument homogène, sur les droits individuels. Ceci est en complète opposition avec la logique même des chartes de droits et libertés de la personne, qui est de servir de rempart au pouvoir d'un État qui prétendrait agir au nom des valeurs ou intérêts d'une majorité. Lorsque la volonté du plus grand nombre devient à elle seule une justification suffisante, des populations minoritaires se retrouvent souvent privées de droits, marginalisées ou persécutées. L'histoire offre de nombreux exemples où la tyrannie de la majorité a conduit à des injustices profondes et à des violences contre des groupes vulnérables. Ce sont d'ailleurs des chapitres dramatiques de notre histoire qui ont mené à l'adoption, au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, de chartes des droits de la personne. Nous avons la responsabilité collective de veiller à protéger ces droits humains de base. Cinquièmement, le projet de loi 1 prévoit qu'en cas de conflit entre l'exercice du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et l'exercice de la liberté de religion, le premier l'emporte. Une telle hiérarchisation figée des droits est ici encore contraire à la logique des chartes. Un principe important reconnu en droit international vu que les droits et libertés de la personne soient universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés. Aucun n'a automatiquement préséance sur l'autre. Tout dépendra du contexte. Aussi, la formulation retenue ne tient pas compte des avancées à l'égard des personnes non-binaires. Rappelons que le droit à l'égalité garanti par la Charte québécoise doit bénéficier à toute personne, quel que soit notamment son sexe, son identité de genre ou son expression de genre. Sixièmement, en prévoyant que l'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, le projet de loi 1 fragilise le droit à l'avortement, déjà amplement protégé par la jurisprudence. Nous joignons notre voix à celle des multiples groupes de femmes, d'organisations médicales réputées et de juristes spécialisés en la matière, qui se sont dit contre cet ajout législatif. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nous demandons donc que le projet de loi 1 soit retiré par le gouvernement ou, à défaut, qu'il soit rejeté en bloc par l'Assemblée nationale. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Maître Bussière-McNicol, bonjour. Merci de participer aux travaux de la Commission pour l'Association canadienne des libertés civiles. J'ai cru décoder que vous êtes plus ou moins en faveur du projet de loi. Fait que je pars avec cette prémisse-là pour l'échange. Sur un des derniers points, votre cinquième point, je pense, lorsque vous parliez de l'égalité entre les hommes et les femmes et la hiérarchisation. Je vous dirais, c'est à Essian qu'on fait ça, volontairement. Parce que moi, puis le gouvernement, on considère que, effectivement, dans la société québécoise, l'égalité entre les femmes et les hommes devrait primer sur la liberté de religion. Je comprends que ce n'est pas habituel dans les instruments qui ont été développés au cours des années, où est-ce qu'on dit, bien, écoutez, tous les droits s'interprètent les uns par rapport aux autres. Mais moi, je pense que comme société, on peut dire qu'au Québec, dans les droits et libertés, on fait un choix collectif, on fait un choix commun pour dire, non, au Québec, on est conscient de tout ça, de l'importance des droits fondamentaux, de l'importance des libertés individuelles, mais aussi de se dire qu'ensemble, depuis des dizaines d'années, on a fait des pas de géant puis qu'on dit l'égalité entre les femmes et les hommes va primer. Alors, c'est sûr que c'est pas la théorie classique du droit, mais je pense qu'on est là pour être un vecteur de changement puis surtout faire en sorte de clairement indiquer quels sont les paramètres à travers lesquels la société québécoise évolue. Ce que je vous répondrai à cet égard-là, premièrement, c'est qu'en tout respect, je pense que c'est quand même une solution qui est à la recherche d'un certain problème. Là. En droit québécois, en droit canadien, la plupart du temps,
le droit à l'égalité, lorsqu'il est en conflit avec la liberté de religion, ce qui est pas tout le temps le cas, le droit à l'égalité va primer. Premièrement. Deuxièmement, quand on vient parler de hiérarchiser des droits, on enlève aux tribunaux la possibilité d'analyser la situation sur la base du contexte. Donc, il peut y avoir des cas où le droit à l'égalité est très important, mais qui peut avoir une atteinte qui est somme toute très, très mineure versus une atteinte qui serait très grave à la liberté de religion. Dans ce contexte-là, c'est là où il est important qu'il n'y ait pas nécessairement de hiérarchisation entre les droits, au même titre qu'on va tous entendre sur le fait que le droit à la vie est excessivement important, puis on va avoir du mal à penser à un cas de figure où un autre droit pourrait l'emporter en cas de conflit. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de hiérarchie par rapport au droit. Et dans quel contexte, comme vous le dites, l'égalité entre les femmes et les hommes devrait céder le pas à la liberté de religion? Mais justement, notre position est de dire qu'aujourd'hui, on est en 2025, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas tous les cas de figure qui peuvent arriver dans la société. C'est important de garder une certaine flexibilité. On est d'accord avec vous, cependant, sur le fait que dans la grande majorité des cas, la liberté, le droit à l'égalité va l'emporter sur la liberté de religion. C'est ce que la jurisprudence nous enseigne. Et c'est ce qui me ramène à mon point, qui voulait dire que finalement, c'est vraiment une solution à la recherche d'un problème, là. Et on crée des risques de dérive et on va figer l'analyse que les tribunaux vont pouvoir faire et la flexibilité dont ils sont censés pouvoir faire preuve quand on sait que les différents droits qui sont garantis sont interreliés, sont interdépendants et que c'est rare les situations où ils s'opposent véritablement. Je comprends votre point de vue, mais on ne soit pas d'accord. Parce que moi, je considère que l'égalité entre les femmes et les hommes doit primer sur la liberté de religion. Je ne conçois pas dans quelles circonstances la liberté de religion devrait primer dans la société québécoise sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ou est-ce qu'on devrait faire un accro à ça? Mais je respecte votre opinion. Vous avez abordé là, la question de la disposition de souveraineté parlementaire, de dérogation. Vous avez dit, bien, écoutez, vous venez l'insérer dans la Constitution, puis ça, on ne devrait pas faire ça. C'est ça? Bien, essentiellement, on trouve que c'est assez choquant de venir présumer dans une Constitution que n'importe quelle invocation de la clause dérogatoire est conforme à la Constitution du Québec. Quand on pense à ce que c'est comme outil structurant, une Constitution, ça doit, dans une démocratie libérale, ça doit tendre à garantir les droits et libertés de la population. Maintenant, ensuite, on n'est pas en train de nier que la clause dérogatoire existe. Elle existe dans la Charte québécoise, elle existe dans la Charte canadienne aussi. Au niveau de la légalité ou de la constitutionnalité de l'invocation de la clause dérogatoire, on sait qu'il va y avoir un débat important qui va se tenir en Cour suprême dans les prochaines semaines. La CLC, d'ailleurs, une des parties qui conteste la constitutionnalité de la loi 21 devant les tribunaux. Cela étant dit, je pense qu'il y a aussi une réflexion C'est ça, vous êtes dans le litige. Pardon? On est une partie, on conteste, oui. Depuis le lendemain de l'adoption de la loi sur la laïcité, la CLC a contesté la constitutionnalité de cette loi-là. Oui, donc on est très au fait de ce débat-là, mais je pense qu'au-delà du débat sur la légalité et la constitutionnalité, on doit aussi avoir un débat plus grand sur la moralité d'utiliser cet outil-là qui existe. Et c'est là où on pense que faire partie d'une démocratie, ce n'est pas simplement de voter à chaque 4 ans, c'est aussi avoir droit à un gouvernement qui accorde de la valeur aux droits et libertés de la population. Donc, vous avez dit, dès le lendemain de l'adoption de la... Donc, dès le 17 juin 2019, vous avez contesté la loi sur la laïcité. Effectivement. C'est ça. OK. Qu'est-ce que vous pensez des droits collectifs qu'on vient insérer mais écoutez, à l'intérieur de ça? Puis je fais juste un parallèle aussi, là. Je comprends que ce qu'on a inséré dans le projet de Constitution par rapport à la clause dérogatoire, la clause de souveraineté parlementaire, c'est l'état du droit actuel. Excusez-moi, en partie. Sur l'utilisation là, de la forme et du fond, ce qui est écrit dans le projet de Constitution, c'est l'état du droit actuel, jusqu'à temps que la Cour suprême se prononce de nouveau sur la loi sur la laïcité. C'est le droit actuel au Québec. Il y a du droit actuel dans d'autres provinces du Canada qui disent d'autres choses. Donc, c'est la Cour suprême, effectivement, qui va se prononcer. C'est ça, mais la Cour suprême s'est déjà prononcée, donc c'est ça l'état du droit. La Cour suprême, je pense qu'on a étiré beaucoup les enseignements de l'arrêt Ford, là, donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle s'est prononcée de manière définitive sur le sujet. Je pense qu'un des symptômes de ça, c'est qu'elle a accepté d'entendre la contestation de la loi 21. Si le dossier était clos, c'est à se demander pourquoi elle entendrait le dossier. Ah, bien vous savez, comme le Conseil constitutionnel et comme pour les tribunaux, notamment la Cour suprême, le délibéré se fait secrètement.
Ah, écoutez, comme je vous dis, c'est un débat qu'on ne va pas régler aujourd'hui. Il va avoir lieu devant la Cour suprême dans les prochaines semaines. Il y a différentes parties qui sont impliquées, des dizaines et des dizaines d'intervenants. Tout le monde va avoir l'occasion d'être entendu et la Cour suprême va trancher la question. Donc, loin de moi l'idée de présumer de l'issue de ce litige-là. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, vous avez critiqué le Conseil constitutionnel en disant que les délibérations vont être secrètes et ne seront pas divulguées. Oui, oui. Mais lorsque les tribunaux délibèrent, supposons à plusieurs, supposons la Cour d'appel ou la Cour suprême, on n'a jamais accès aux délibérations. Bien, à cet égard-là, c'est un parallèle intéressant que vous tracez, là, dans la mesure où, justement, la grosse question qui nous taraude, c'est quel sera le rôle de ce Conseil constitutionnel-là? Et c'est dans cette optique-là que c'est important de souligner aux différents députés, mais aussi à la population, qu'on est en train de créer un organe à qui on va demander de se prononcer sur la constitutionnalité ou, en fait, sur l'interprétation de la Constitution du Québec. Donc, essentiellement, c'est sûr que ça va être facile d'utiliser ce Conseil constitutionnel-là pour contrebalancer, par exemple, une opinion rendue par les tribunaux avec laquelle le gouvernement serait en désaccord, notamment. Et là, c'est là que ça devient pertinent de se dire, bon, bien, ce Conseil constitutionnel-là qu'on présente comme une espèce de contrebalan, il est formé sur quelle base? Il obéit à quels impératifs? Et là, c'est là où on voit que les membres, finalement, c'est des nominations qui sont politiques, qui sont pilotées par le premier ministre, proposées par le premier ministre, approuvées aux 2/3 de la Chambre, sur la base de critères qui, en tout respect, sont biaisés. Merci. Alors, Monsieur le député d'Acadie, pour 6 minutes, 6 secondes, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, Maître Bussière-McNicol, bonjour, merci d'être là avec nous. Premier élément, dans votre mémoire, et moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup, je ne crois pas que vous avez mentionné toute la question des Premières Nations et du rôle que pourrait être appelé à jouer de l'importance de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. D'ailleurs, il y a un litige qui s'est porté devant les Nations Unies sur ces questions-là. Est-ce que vous pouvez éclairer la Commission là-dessus, s'il vous plaît? Mais certainement. Quand on parle de rédaction d'un projet de constitution, c'est important de reconnaître qu'il y a différents peuples qui forment le Québec. Les peuples fondateurs incluent les peuples autochtones. Donc, c'est certainement déplorable ici de constater que ces peuples-là n'ont pas été consultés en amont lors de la rédaction du projet de constitution. Et on parle vraiment d'un projet de loi qui est pas mineur, là. On est en train de prétendre que ça va être la loi des lois, la loi de la nation, et les peuples qui la forment n'ont pas eu mot à dire et n'ont pas pu apporter leur propre perspective, leur propre culture, leur propre vision de qu'est-ce que c'est le territoire québécois. Est-ce qu'il est tant indivisible que ça ou est-ce que les peuples autochtones, justement, ont certains droits issus de leur présence historique qui devaient être pris en considération? Donc, c'est certainement quelque chose qu'on estime qui est une lacune importante, là. En fait, quand on regarde le projet de loi, il y a une référence aux Premières Nations dans 3 considérants. On parle, entre autres, des droits ancestraux issus du traité des Nations autochtones. On leur reconnaît le droit de développer leur langue et leur culture. Voilà, c'est à peu près ça. Mais après ça, quand on regarde les attributs, on dit que le peuple du Québec est composé de tous les Québécois et des Québécoises, et qu'ils forment une nation, et que la nation québécoise est titulaire de droits collectifs intrinsèques et aliénables. Donc, les Premières Nations, ils rentreraient où là-dedans? Bien, c'est une très bonne question. Puis je pense qu'à cet égard-là, les Premières Nations auraient dû se faire donner voix au chapitre dès le début pour que ce genre de lacune-là ne figure tout simplement pas au projet de loi. Maintenant, ça n'a pas été fait. On a ici un gouvernement qui est déterminé à aller de l'avant malgré tout avec un projet de loi qui devrait être source de sentiments de rassemblement, d'adhésion populaire, d'un consensualisme fort. Et à l'inverse, on voit un projet de loi qui est source d'exclusion, de conflits. Les gens ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas vus. Donc, c'est certainement un immense problème qu'on voit et qui porte atteinte de manière fatale à la légitimité politique du projet de loi. Vous n'êtes pas la première et vous n'êtes pas non plus le premier groupe ou association qui partageait ces réflexions-là avec la Commission. Compte tenu justement de ce nombre de groupes-là qui ne cesse d'augmenter, qu'est-ce que vous pensez de l'idée si, après les consultations générales, le gouvernement disait « Bon, écoutez, on vous a entendu,
on va créer maintenant une commission transpartisane. On va aller à la rencontre des Québécois, des Québécoises, des Premières Nations, puis on va prendre le temps qu'il faut. Est-ce que ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, serait utile pour le Québec, qui, par ailleurs, peut se doter d'une constitution? On n'est pas contre. Effectivement. Donc, selon nous, ce projet de loi 1-là est à reléguer aux oubliettes, en tout respect. Et oui, la mise sur place d'un processus de consultation transpartisan, diversifié, pluraliste, inclusif, qui va être accessible à la population québécoise, serait la première étape vers ce cheminement, vers un projet de loi constitutionnelle. Ensuite, c'est aussi important de se rappeler l'importance de ce texte-là, la portée qu'il est censé avoir, et donc l'intérêt que ce ne soit pas un gouvernement qui est en fin de mandat, qui n'a jamais reçu le mandat de la population d'écrire un projet de constitution qui le passe. Vous parlez beaucoup du Conseil constitutionnel et évidemment, il y a un des éléments qui a attiré mon attention à l'effet que quand les membres du Conseil vont se réunir, il n'y aura pas de dissidents. Et dans votre échange avec M. le ministre, ce dernier, si je me souviens bien de ses paroles, disait « mais les tribunaux, on n'a pas accès non plus à leur délibération ». C'est vrai. Sauf que dans les tribunaux supérieurs, Cour d'appel du Québec, Cour suprême, quand il y a des dissidents, non seulement ils peuvent rédiger, ils le font, leur avis, puis là, on se doute bien que quand ils sont parlés un petit peu, ils ne devaient pas être d'accord. La preuve, c'est qu'il y a des dissidents. On ne prévoit même pas ça dans le document. Puis non seulement on ne le prévoit pas, mais on l'interdit. Oui, c'est interdit carrément. Non, mais c'est ça. Donc, autrement dit, s'il y a plusieurs côtés à la médaille, si la question est complexe, si elle est susceptible de mener à différentes interprétations raisonnables, on ne peut pas le savoir. On veut juste qu'il y ait une opinion majoritaire. Idéalement, l'opinion majoritaire, elle va être basée sur des gens qui ont été nommés sur la base de critères qui, selon nous, sont biaisés. On a complètement oublié de mentionner un intérêt pour la nomination des membres pour les droits et libertés fondamentaux, ce qui, selon nous, est un principe de base en droit constitutionnel. Et donc, on dit à ces gens-là, rendez une opinion. On ne veut pas savoir s'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. On ne veut surtout pas savoir ce que vous êtes dit pour arriver à cette opinion-là. Et ensuite, idéalement, on va pouvoir utiliser cet avis-là pour légitimer une initiative dans l'opinion publique ou sinon délégitimer une décision qui va avoir été rendue par les tribunaux. Mais il faut être très clair, là, ici, le Conseil constitutionnel, c'est pas un contre-pouvoir. C'est littéralement un pantin. Là. Ça n'empêcherait pas quelqu'un de contester par ailleurs devant les tribunaux une telle décision. Merci beaucoup. Monsieur le député Maurice Richard, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre contribution. Honnêtement, j'ai du mal à choisir une question parce qu'il y en a vraiment beaucoup, que ce soit par rapport à l'attaque contre la légitimité des tribunaux, l'affaiblissement des contre-pouvoirs, etc., etc. Mais je vais peut-être aller dans un endroit d'ailleurs que vous ne décrivez pas, mais je vais faire des liens avec certaines recommandations que vous faites. Bon, mis à part que vous dites, on prend ce projet de loi, on le met dans la déchiqueteuse, c'est comme, et on recommence un processus, ça on le met de côté, mais le gouvernement semble dire que lui, il voudrait pouvoir utiliser la clause dérogatoire, ou même sans même plus avoir à l'utiliser, parce qu'elle serait presque automatique et déroger aux droits fondamentaux. Et je vais faire un lien avec le droit à l'avortement. Donc, vous, ce que vous dites, c'est retirer ça, comme à peu près toutes les associations féministes sont venues nous dire. D'autant plus, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'ils l'ont mis là pour que ça nous occupe et qu'ils l'enlèvent un moment, là, et puis qu'ils nous disent qu'ils ont écouté. Mais plus largement, si ce droit-là existe, et c'est ce que les femmes sont venues nous dire, c'est parce qu'il y a des jugements de la Cour suprême qui disent qu'une femme a le droit de choisir, en gros, ce qu'elle fait avec son corps et puis les soins auxquels elle a le droit. Si on a le droit d'utiliser les dérogations aux chartes absolument comme on veut, sans avoir à se justifier, est-ce que ça pourrait mettre à risque, justement, le droit à l'avortement? Certainement, oui. C'est la disposition qui est invoquée tant par la Charte canadienne que la Charte québécoise pour protéger le droit à l'avortement est sujette à la clause dérogatoire. Donc, c'est un moment de prise de conscience collective qui est très important, je pense, de savoir que cette clause-là, elle est très dangereuse dans la mesure où elle peut vraiment permettre à un gouvernement de revenir sur des luttes qui ont été gagnées au prix de décennies de travail. On peut aussi penser à venir interdire du discours qui est critique du gouvernement. Ça semble niaiseux, là, mais la clause dérogatoire permettrait à un gouvernement de faire ça. Donc, la portée
portait la clause dérogatoire est excessivement large, d'où l'importance d'avoir une discussion sur sa légalité devant les tribunaux, mais aussi une discussion quant à sa moralité. À quoi la population québécoise doit tenir son gouvernement en matière d'usage de la clause dérogatoire. Merci beaucoup, Mme Maître Bussière-McNicol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suspends les travaux quelques instants pour accueillir le prochain groupe. Merci.